Et merci Jingle, merci Eloa, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévision qui parle de QVT et rien que de QVT. À partir d'aujourd'hui, on va se retrouver 2 fois par mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années, des croyances erronées sur le travail et de la QVT bullshit. Alors ensemble, on va essayer de mieux comprendre ce qui contribue à notre bien-être au travail, faire souffler un vent plus positif et plus optimiste. On va redonner de la valeur à la QVT. On va chercher à honorer ce qui permet à chacune et à chacun d'entre nous de sentir qu'on prend soin d'elle et qu'on prend soin de lui. En fait, chez Wunjo, on a décidé d'être un peu les colibris de ce que serait une vraie qualité de vie au travail. C'est notre façon de contribuer à l'intérêt général. Je suis ravie aujourd'hui de représenter Wunjo. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 20 ans dans la belle et grande famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une entreprise à impact d'utilité sociale. Très concrètement, cabinet conseil et organisme de formation spécialisé en QVT. Notre mission, réhumaniser la vie au travail et contribuer à faciliter les coopérations professionnelles. On est une boîte un peu atypique en termes de personnalité. C'est un grand bonheur pour moi de pouvoir vous faire rentrer un petit peu dans notre univers aujourd'hui. Il y a au sein du collectif un nombre de personnes terriblement engagées, des personnes qui sont militantes, joyeuses et généreuses. Alors, nous allons animer cette émission à 3. Systématiquement, vous allez retrouver à mes côtés un animateur, un standardiste légèrement farfelu en la personne de Marco. Marco va être votre porte-parole, cher public. Il sera là pour surveiller le chat, les messages, les questions, les commentaires que vous voudrez bien déposer. Et systématiquement, à chaque émission, j'aurai le bonheur de recevoir une invitée, un membre de mon collectif. Aujourd'hui, c'est Eloa qui inaugure le premier SAV de la QVT. Serait-ce la plus courageuse de notre équipe? Elle est en tout cas formatrice et coach, chevronnée en management et en santé au travail. Aujourd'hui, pour ce premier SAV, nous allons aborder un sujet fondateur. Nous allons parler de notre représentation du travail. Et si le sujet n'était pas aussi structurant, vous ne seriez pas aussi nombreux à vous être inscrits aujourd'hui. Alors, Eloa, on va parler du travail, du sentiment de sécurité, de cette tendance qu'on a à souffrir au travail et de cette volonté profonde de pouvoir mieux le vivre. On va parler de la santé psychologique, sociale, on va parler de la santé physique. Est-ce qu'on peut kiffer au travail ou au moins équilibrer la balance entre l'effort et le plaisir? Alors, Eloa va nous livrer son point de vue qui n'engage qu'elle. Et donc, concrètement, notre émission va être structurée en 2 temps. Dans une première partie, à l'occasion d'une quinzaine de minutes, nous serons en mode interview et Eloa pourra répondre à certaines questions qui sont arrivées au standard de Marco avant cette émission. Puis, sur les 20 minutes suivantes, vous aurez la possibilité d'échanger avec Eloa et avec moi à partir des questions, des remarques et des commentaires que vous aurez déposés dans le chat et que Marco lira à la caméra pour nous. Bon. Est-ce qu'on est bon? Alors, pour moi, c'est bon. Alors, le standard. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui. Oui, alors oui, c'est vrai que on a toujours dit et cru que le travail faisait souffrir. Oui, oui. Ah bah oui, la nouvelle génération ne le voit pas de ce ton-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, Eloa, t'as entendu? Est-ce que faut souffrir au travail? C'est parce que puis là, ça n'arrête pas dans le chat. Hein. Les jeunes, ils sont pas d'accord avec tout ça. Hein. Oui, Kevin, tu te calmes. On t'écoute, Eloa. Merci Kevin, merci Marc. Oui, en fait, on a une espèce de tradition séculaire que le travail, ça doit forcément être fatigant, épuisant,
difficile, on parle de labeur, on parle de laborieux, on parle même de labour, hein, à l'époque de l'agriculture, avec tout ce que ça comporte aussi de présentéisme, de culpabilité. D'ailleurs, on ne sait même plus si c'est le présentéisme qui génère la culpabilité ou c'est la culpabilité qui génère le présentéisme. Et puis, tu sais, on connaît cette fameuse expression, tous qu'on a tous sorti le lundi, ça va Marc? Bah oui, comme un lundi. Oui. Donc voilà, hein, en général, on n'apprécie pas. C'est le mal du siècle qu'on découvre avec le mal au dos, où on en a plein le dos, et puis ces efforts qu'on fait très régulièrement, en fait, par rapport au travail. Et puis, il y a un petit quelque chose avant d'arriver à parler des générations, mais il y a un petit quelque chose assez particulier, c'est qu'on n'a jamais autant pris conscience qu'on était mal ou qu'il y avait un mal-être réel au travail. Tu sais comment on le sait? Avec simplement le nombre de médicaments qui sont prescrits par les médecins ou vendus en pharmacie, que ça soit des somnifères, des tranquillisants, des Les calmants. Doliprane et Voilà, exactement, et toute la batterie d'anxiolytiques, antidépresseurs aussi d'ailleurs, qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et donc voilà, donc on a pris conscience de ça. Ouais, mais Et puis, attends, le rapport dis-moi, avec les nouvelles générations. Oui, attends. D'un oui, côté, tu dis on souffre, on va chercher des médicaments, on n'est pas d'accord pour souffrir. Et d'un autre côté, nous, ce qu'on entend ouais. toujours sur le terrain, c'est qu'un travailleur qui ne souffre pas, il n'a pas la sensation de travailler. Comme si finalement, à chaque fois qu'il prend du plaisir, eh ben, il est en train de trahir un espèce de contrat moral qui voudrait qu'il souffre. Mmh. C'est ça, c'est ça. C'est hyper L'héritage paradoxal en fait. séculaire qu'on a de nos représentations du travail. C'est complètement paradoxal. Et puis ça a pas de sens, en fait. C'est-à-dire que quand on se pose 5 minutes et qu'on y réfléchit, effectivement, on se rend compte que ça tient pas la route très longtemps, cette logique-là. Heu et qu'elle est abusive vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Mm. Et moi, ce que j'aime bien, tu vois, dans ces nouvelles générations, c'est qu'elles viennent nous bousculer et elles viennent même nous gratter là où ça fait mal, exactement à cet endroit-là. Parce qu'on a tendance à les affubler de paresse, là où moi, je parle plutôt de désengagement de leur part. Elles n'ont pas envie d'être dans le sureffort sacrificiel dans lequel nous, on a été. Nous, je parle bien de ma génération inclus, hein, et les générations précédentes aussi, où en fait, l'équilibre vie pro, vie perso n'existe pas. On est là pour bosser d'abord et puis le perso, ça arrivera plus tard en fait. C'est un peu la petite cerise sur le gâteau. De temps en temps, faut pas pousser trop fort non plus. Mm. Ces nouvelles générations, elles viennent nous bousculer pardon, dans ces croyances qui sont assez voilà, mouvantes. On s'en est rendu compte pendant le Covid, hein. On s'est tous remis en question par rapport à notre rapport au travail, à l'entreprise, aux collègues. Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre ça dans sa vie? Il y a énormément de gens qui sont partis, hein, de leur entreprise pour faire complètement autre chose. Et puis, je voudrais rappeler aussi un truc qui est vraiment important, c'est que ces nouvelles générations, dont Kevin fait partie tout à l'heure, dont tu nous as parlé, elles ont quand même grandi à côté de nous. En fait, on est les parents de ces nouvelles générations. Il faudrait quand même pas l'oublier. On les fustige pas mal par rapport au travail, mais moi, je les aime bien. Faut pas oublier non plus qu'elles nous ont vus. Et en fait, elles nous ont vus être mal au travail, parler de notre manager ou du collègue ou de la collègue qui nous embêtait, prendre les médicaments, être en dépression, en burn-out, aller mal. Et donc, elles ont une représentation du travail qui est médicamenteuse, médicamentée, avec énormément de soutien, avec énormément de problématiques, énormément d'enjeux. Et on ne peut pas trop leur en vouloir, en fait, de ne pas avoir envie de s'engager dans ça. Par contre, elles ont une exigence qui est hyper importante à savoir, enfin, en tout cas, à regarder, c'est qu'elles ont une exigence sur la qualité de vie au travail, parce que ce qu'elles veulent, c'est un équilibre vie pro, vie perso. Point barre. Mm. Donc, elles ne sont pas en paresse. Elles ont complètement intégré le fait que le travail, ça pouvait faire mal. Et elles ont décidé de refuser ce contrat-là. Alors, elles prennent des risques, c'est audacieux, mais compte tenu du fait qu'après 35 ans de boîte, on peut être licencié soit par un rachat d'entreprise, soit parce que les coûts de production sont trop chers,
qu'on peut être licencié pour plein d'autres raisons, qu'il y a le chômage aussi. Fondamentalement, elles ne prennent pas plus de risques qu'il n'y en a réellement. Et elles prennent en tout cas le risque de prendre soin d'elles, finalement. Et j'aime l'idée aussi que quelque part, notre génération souffrance, à tous les trois et sans doute à un certain nombre de personnes connectées aujourd'hui, qu'en fait, notre modèle et notre expérience du travail, beaucoup connecté à de l'effort, du sureffort et donc de la souffrance, puisse être aussi le modèle qui a inspiré cette génération de se remettre davantage au centre de sa vie et de cultiver finalement davantage de respect de lui-même. Yes, merci pour ce regard-là. Oui, et puis ouais, et puis ça nous engage, nous aussi, à aller un petit peu plus loin dans cette réflexion et à se dire, ben tiens, pourquoi ils partent? Et ça, c'est intéressant comme question à se poser dans une entreprise. Voilà. On a un petit partage de Myriam. Merci Myriam qui nous dit une bien jolie phrase, c'est « La paresse, c'est l'art de se reposer avant d'être fatigué ». Nous avons aussi besoin de ce genre de phrase. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors là, nous sommes 12 864 connectés aujourd'hui. Moi, j'arrondis, on est 100 000. Il ne doit pas y avoir beaucoup de jeunes dans tous ces 100 000 là. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit aux vieux, en fait? Enfin, les vieux d'aujourd'hui, ils ont plus de 25 ans. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit fichez-leur la paix dans leur choix d'orientation, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils puissent aller dans leur zone de confort, dans leur zone d'envie, parce que déjà ils les connaissent mieux que nous, et puis parce que on n'empêchera jamais la fin d'un CDI, une période de chômage ou quoi que ce soit. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Par contre, d'aimer ce qu'ils font. Je crois que c'est essentiel et je pense qu'on est bien placé aujourd'hui pour avoir cette expérience-là et ce regard rétroactif sur notre carrière et pouvoir dire ouais, j'aimerais bien en fait que mon gamin il fasse plutôt ce qu'il a envie de faire, même si ça m'apparaît ne pas être un vrai métier. Il trouvera sa voie, il mourra pas de faim, il se laissera pas mourir de faim, il deviendra pas un Tanguy parce qu'ils aspirent à avoir leur propre vie. Et je trouve qu'ils sont pleins de noblesse et pleins d'optimisme, en fait, par rapport à ce qui les attend en termes de carrière et de vie professionnelle. Et ça mérite du soutien. Et c'est en tout cas assez intéressant à prendre en considération. Voilà. Ah, service après-vente d'un QVT, bonjour. Oui, encore? D'accord. Alors, est-ce qu'il est possible de travailler sans souffrir? Ça, c'est une question, ça. Eloa, est-ce qu'il est vraiment possible de travailler sans souffrir? Alors, c'est une question piège qu'on t'a posée là, Marc. Ah ouais, question piège. D'abord parce qu'il y a deux types de souffrance, la souffrance physique et la souffrance mentale. Dans la souffrance physique, il y a des métiers et puis il y a des activités, genre par exemple travailler de nuit implique une souffrance physique. Se retirer du sommeil, les métiers de la santé, on l'a vu dans le Covid, les métiers, les pompiers, même la police, les métiers du BTP, voilà, de l'agriculture. Enfin, il y a énormément de secteurs d'activité qui nécessitent l'implication du corps entre 100% et 300% pour que le métier puisse exister. Et d'ailleurs, tu vois, il y a une politique RPS, donc RPS, c'est risques psychosociaux, qui fait qu'on s'est orienté, enfin qui s'est dédié principalement à prendre soin de la sécurité des personnes. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel pour faire prendre conscience aux entreprises qu'on ne peut pas mettre quelqu'un sur un poste et puis le casser et puis le changer et puis voilà. Donc ça a cette vertu-là. Donc c'est important et c'est important aussi de se rendre compte que cette politique-là, elle touche le visible. Elle touche, ça saigne, ça se voit, ça se casse, ça se voit. Donc voilà. Mais dans l'absolu, ce qui serait l'idéal, ça serait de renforcer cette sécurité, d'aller identifier les risques psychosociaux, évidemment. L'ennui, c'est que d'identifier les risques psychosociaux et même les facteurs de risques psychosociaux ne permet pas nécessairement d'instaurer une qualité de vie au travail. C'est pas parce qu'on a identifié que là, ça pouvait faire mal et que ça cassait les gens que on peut être dans un bien-être au travail. Voilà, ça sécurise, mais ça ne garantit pas tout. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, alors comment dire ça ?
Je crois qu'il n'y a pas plus tabou dans une entreprise. Je crois même que parler de sexe est moins tabou que de parler de souffrance mentale dans l'entreprise, en tout cas de mon expérience. Que ça soit à tous les niveaux, hein, au niveau des salariés ou que ça soit au niveau des dirigeants ou des managers. C'est un vrai sujet tabou qui se pose fondamentalement. On l'a tous touché du bout du doigt et heureusement finalement qu'il y a eu ce Covid parce que, pardon, mais de dire ça parce qu'évidemment je ne l'ai jamais souhaité et je ne le souhaite toujours pas. Mais en attendant, ça a permis à beaucoup de gens de comprendre qu'en dépit du fait qu'ils puissent se sentir très forts, ils ont pu se sentir vulnérables ou en situation de faiblesse dans cette situation complètement exceptionnelle et surréaliste qu'a pu être le Covid, où on s'est tous retrouvés enfermés à se dire dans quelle étagère. Voilà. Là, ça nous a affectés dans nos vulnérabilités d'êtres humains. Et effectivement, ça a permis de remettre en question cette fameuse souffrance mentale qui est apparue dans cette gestion de mais est-ce qu'on va revenir au travail et qu'est-ce qu'on va devenir et cette maladie, est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'on va la dépasser, etc. Cet état de panique, il était légitime, il est tout aussi légitime que n'importe quel état de panique que peut générer une entreprise dans son activité. Et puis, en fait, ça pose la question, si je devais formuler tout ça par une question, ça serait, est-ce que ça s'use une personne? Bah ouais, la souffrance mentale, c'est ça. C'est de l'usure d'une personne, mais par l'intérieur, avec les facteurs de stress, avec les facteurs d'anxiété, de dépression qui peuvent mener au burn-out. On est dans des situations qui vont même très loin, hein, qui vont même au-delà du burn-out. Et j'avais envie de faire un petit détour par le symptôme stress. Dans mon expérience, on a beaucoup on se confronte beaucoup aux gens qui disent « Ah, je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée » et on ne sait pas forcément ce que c'est. Le stress, il faut savoir que c'est une réaction qui se produit à un instant T face à un danger. Donc, quand vous êtes en stress, vous vous sentez en danger. Donc, ça pose la question de est-ce que l'entreprise est un endroit où on se sent en danger? C'est une question de fond, de nos représentations. Ça, c'est la première chose. Et puis, avec un danger, on souffre. Quand ça s'installe, on crée aussi des pathologies dans le temps. Donc, il faut y faire hyper attention. Mais il ne faut pas oublier aussi quelque chose. C'est que le stress, sans stress, en fait, on n'existerait pas. L'espèce humaine n'existerait plus. C'est une vigilance, c'est une alarme qui sonne. Par contre, est-ce que vous seriez prêt à vivre avec une alarme de voiture non-stop, allumée non-stop et en train de sonner non-stop? Je ne suis pas certaine. Bon, donc ce stress-là, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être entendu parce qu'il exprime quelque chose, il exprime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le stress, il ne faut pas oublier non plus que c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie. À quoi? Notamment à prendre des décisions et à se dire, je suis en situation de stress, qu'est-ce que je peux faire pour modifier ça? Comment je peux aborder les choses? Quels changements je peux opérer pour modifier ça? Parce que je vous le rappelle, bougez, vous n'êtes pas un arbre. Vous avez cette possibilité de faire bouger les choses et de bouger vous-même, de faire bouger les choses dans l'entreprise, d'apporter des propositions, de faire venir des gens de l'extérieur, de créer une émulation autour de certains sujets. Donc, cette énergie, elle peut servir d'aiguillon pour allez-y, vas-y, fais-le, fais quelque chose, tente quelque chose. Ça lance aussi cette notion d'écoute. On n'est pas équipé pour écouter en management ou dans les entreprises. C'est un gros défaut. Je pense que c'est une compétence managériale importante. C'est assez inconfortable d'aller écouter l'intérieur des gens et puis de leur demander comment ils vont. On l'a fait pendant le Covid, on a vu qu'on n'était pas forcément très doué à faire ça, mais c'est par contre quelque chose qui va être primordial à mettre en place. Donc oui, je crois qu'on peut et qu'on doit s'exonérer de toute souffrance. D'accord. Donc le stress un peu, mais pas trop. Hop, là oui, là non. Hop, on fait redescendre un peu. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Ça communique énormément.
Le chat est très dynamique. Justement, on va s'appuyer sur toutes Il est ces questions. bavard. Bien sûr, ils sont très bavards. On a noté quelques questions qui vont être super. Génial. Voilà. Qualité de vie au téléphone, hein. Ah oui. Service après-vente de la QVT, bonjour. Oui. Alors, d'accord. Alors, ne quittez pas, je lui demande. Oui. Alors, sûrement un jeune, hein. Comment on fait pour kiffer son travail? Alors, c'est la grande question que tout le monde attend là. Bon, déjà, je pense qu'on a enlevé un peu la souffrance. Ça va? Le stress, tout Ouais. ça. Alors maintenant, mais comment on fait pour le kiffer? Nous voilà bien. Déjà dire qu'il n'y a pas une recette. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il y a une recette et c'est pas vrai qu'il y a une recette qui comprend certains ingrédients et pas d'autres. Il y a un climat social, il y a des gens, il y a des activités, il y a un secteur d'activité. Voilà, il y a différents éléments qui composent tout ça. Donc voilà, il faut y aller aussi prudemment dans les réponses que je peux amener. D'ailleurs, si j'avais toutes les réponses, on ne serait pas là aujourd'hui et on ne serait pas dans ces difficultés-là aujourd'hui, qu'on se mette d'accord sur ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur les générations à venir. Laissons-les tranquilles, en fait. Elles savent ce qu'elles aiment et laissons-les aller vers ce qu'elles aiment parce que quand vous aimez votre boulot, vous le faites bien. Voilà. Vous n'êtes pas dans l'effort. Quand vous n'aimez pas votre boulot, vous le faites mal. Potentiellement, vous vous faites mal et potentiellement, vous faites mal aux autres. Parce que y a de l'aigreur, on rumine, etc. Donc voilà. Et puis, je voudrais rappeler pour l'ensemble des entreprises, être manager, c'est pas une promotion. On arrête avec ça. C'est complètement hérétique de faire passer un excellent technicien manager de son équipe parce que manager, c'est une compétence à part entière, c'est un métier à part entière et c'est même pire qu'une compétence, c'est un ensemble de compétences et notamment savoir gérer le stress de son équipe, créer de l'émulation, donner l'envie d'avoir envie dans une équipe, ça demande certains talents qui n'existent pas nécessairement parce qu'on a été un bon technicien ou un bon vendeur ou un bon commercial. Ça ne se trouve pas forcément à ce moment-là, à cet endroit-là. Et puis, ouais, pardon, je croyais que tu voulais me dire quelque chose. J'ai des dizaines de questions. Sens-toi à l'aise de m'interrompre, avec plaisir. Et il y a un truc aussi que j'ai remarqué, Emmanuel, dans l'entreprise, je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, il y a beaucoup de managers, alors moi je l'ai été, et puis j'ai été aussi un manager en difficulté. Il y a beaucoup de managers qui ont peur. Moi, j'ai pas mal identifié le rapport stress-peur, en fait, qui n'est pas nécessairement qu'au niveau des équipes. Il faut arrêter ça. Il y a aussi des managers qui sont stressés et qui sont mal, en fait. Et j'ai souvent remarqué qu'on ne fait pas le lien entre peur et pas outillé. Or, quand on est outillé, qu'on sait ce qui se passe, qu'on le comprend, qu'on a des outils pour y répondre, en fait, on n'a pas peur. Donc, j'aurais un petit peu un cri, quelque chose à défendre qui est de l'ordre de « mais formez-vous, quoi ». Formez-vous, parce que nous, on est des gens qui avons ce savoir et ce recul et cette mise à l'épreuve et cette expérimentation et tout ça à disposition. Venez, soyez exigeants avec les formateurs que nous sommes, avec les coachs que nous sommes, mais on peut répondre à quasiment toutes les situations et on peut effectivement dispenser des outils qui vont vous permettre de ne plus avoir peur et donc de ne plus être en stress et donc ni de vous faire mal, ni de faire mal aux gens. Je pense que c'est quand même utile. Dis-moi. Tu sais ce qu'elle dit, Marie, dans le chat? Elle dit être manager, c'est dur. Ouais, c'est super dur. Moi, j'ai été manager, on m'a appris sur le tas. Ouais, on entend sur le terrain on m'a appris qui sont pas psy, qui sont pas coach, que ça n'a absolument pas fait partie de leur formation et que ça soit la formation universitaire ou la formation professionnelle continue. Et cette compétence en fait qui est l'écoute de soi et de l'autre. Ouais, il y a du retard, ouais. Ouais, il y a du retard qui n'existe pas dans tous les pays de la même façon. Et puis, il y a aussi un outil que je peux donner là aujourd'hui qui est d'aller chercher le besoin de son équipe. Ça, c'est essentiel.
Ça, c'est un outil qui permet de ne plus avoir peur ou de ne plus se retrouver en stress ou de générer du stress dans son équipe. D'aller chercher le besoin de son équipe, c'est de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, tu as besoin de quoi pour être bien au travail. C'est pas parce que je suis manager et que j'ai des besoins que en face de moi, les 10 personnes ont les mêmes besoins. C'est complètement faux. Il y a 10 interrogations à poser et prendre le temps de poser ces interrogations, bah, c'est aussi prendre le temps d'aller chercher la réponse et c'est mon rôle. Mon rôle, c'est d'aller chercher ces réponses-là. Donc, vous voyez que c'est pas parce que je suis très bonne en technique ou en technologie que je sais bien faire ça. Apporter cette réponse, c'est donc poser la question, apporter la réponse et d'aller nourrir le besoin de la personne qui va être complètement différent, même si on est dans le même métier. Oui, c'est ça, parce que c'est intimement lié à la personne. En fait, moi, ce que je retiens comme idée clé de Exactement. cette prise de parole, là, Éloi, sur la dernière question, c'est que finalement, ça paraît même fou à dire, mais en fait, être bien au travail, c'est une compétence. Savoir être bien au travail, c'est une compétence. Et que finalement, ce qui va fabriquer ce sentiment de bien-être et qui va me permettre de bien faire mon travail, j'ai un certain nombre de clés en moi que j'ai peut-être un peu cachées ou j'ai oublié leur existence, qui permettent d'aller savoir vraiment intrinsèquement, personnellement, de quoi j'ai besoin, quels sont mes besoins profonds, où sont mes clés de plaisir, où sont mes clés d'épanouissement, qu'est-ce qui va fabriquer finalement mon expérience positive au travail. Et ça, il n'y a personne d'autre que le travailleur lui-même pour répondre à cette question. Et là où c'est encore plus complexe du coup de ces managers, c'est que le rôle du manager, il est d'accompagner, de guider des individus dans leur chemin professionnel, dans leur évolution et de garantir leur intégrité physique, mais aussi psychologique et morale. Et donc, les managers, eux, il faudrait que nous, on aille trouver la clé et qu'on soit au clair sur ce dont on a besoin pour limiter la souffrance et augmenter le plaisir. Mais une fois qu'on aurait fait cet exercice, il faudrait qu'on exprime au manager, donc en totale confiance, qu'on lui exprime notre recette personnelle pour que lui, il sache comment se comporter pour faire office quelque part de sentinelle, de souffle chaud dans la nuque. Tu vois, j'ai cette là pour que lui aussi puisse jouer son rôle de prendre soin de nous. Exactement, tu as tout compris. C'est le pouvoir d'agir, c'est de se sentir responsable de sa QVT et de faire en sorte qu'on en soit responsable collectivement et qu'on soit vigilant à la respecter. Par exemple, le café du matin, il y en a qui ont besoin de le boire seuls parce qu'ils ne sont pas réveillés, ils ne sont pas du matin. Et ça se respecte. T'en as d'autres, ils vont avoir besoin qu'il y ait toute l'équipe qui boive le café avec eux. Ce sont des besoins différents. Et quand on travaille, eh ben, c'est exactement la même application. Il y en a qui sont du matin et qui sont très efficaces. Par contre, l'après-midi, ils sont plus lents. Donc, ils ne vont pas dispatcher leurs activités ou leur plan d'organisation de la journée de la même façon, tout simplement. En train d'arriver Et finalement. il y en a d'autres qui sont plus efficaces. Mais oui, en fait, c'est privatiser sa QVT c'est ça. au niveau de l'entreprise, parce que chaque entreprise n'aura pas la même QVT. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Et la privatiser par rapport à soi. Et puis aussi, la privatiser, c'est être capable de se dire, bah, en fait, moi, de quoi j'ai besoin, ce que tu as très bien exprimé tout à l'heure. Et savoir le raconter. Je vous propose de continuer avec quelques questions qui sont dans le chat. Justement, sur ce sujet-là, on reviendra sur les autres après. Ou Garcia N, on va dire, peut-être Nathalie Garcia même, qui nous dit, à ce jour, qui fait au travail me demande beaucoup d'énergie, car avant de pouvoir réaliser des tâches qui me procurent du plaisir, je dois passer par des tâches ingrates, remplir des cases, etc. Est-ce que cela ne peut pas devenir coûteux sur le plan psychique à la longue? Bah, évidemment que si. Évidemment que si. C'est bien pour ça que je préconise, pour kiffer au travail, c'est déjà de faire un travail qu'on aime, dans un secteur d'activité qu'on aime, et puis de pouvoir exprimer ses propres besoins. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si effectivement, alors à tout travail, il y a une partie ingrate, hein, on ne va pas se leurrer, hein. Je n'ai pas du tout de plaisir en tant que formatrice et coach de remplir des tonnes de documents administratifs pour pouvoir faire mon métier. On ne va pas se mentir. Pour autant,
c'est aussi ce qui me garantit une qualité d'intervention, c'est aussi ce qui me garantit pas mal de choses. Donc, la réponse à Madame Garcia, ça pourrait être celle-ci aussi, de réaliser quelle est l'importance de cette tâche par rapport au plaisir qu'elle peut générer derrière, quelle est l'utilité de passer par cette tâche et dans quelle mesure ça fait sens pour l'entreprise, pour son métier, pour ses missions, les missions qui lui ont été confiées, d'aller dans cette direction. Mais évidemment que c'est usant de faire ce qu'on n'aime pas. C'est bien pour ça qu'on a autant de plaisir aussi à faire ce qu'on aime. Ouais. Moi, je rajouterais… Une autre question qui… Je peux dire un truc, en fait? Dis-moi. Non, je suis censée être l'animatrice de cette émission et je peux jamais dire un truc. Non, blague à part… Je vais faire ressonner. Attention, je vais faire ressonner. Question, c'est moi qui appelle au standard, en fait. Je suis très alignée avec ce que tu viens de dire, en fait, Éloi. Derrière toute cette dimension ingrate des tâches qui composent notre quotidien, je crois qu'il n'y a personne qui kiffe 100% de ce qu'il fait. Il y a l'idée d'admettre ça, en fait. Ça fait partie du job, ça fait partie du contrat. Bon, par contre, il y a une histoire d'équilibre entre… Comme les impôts. Et voilà. C'est-à-dire que si Madame Garcia a fait 90% de tâches ingrates contre 10% de tâches qui la font kiffer, effectivement, elle peut s'interroger sur est-ce qu'elle est la bonne personne sur cette typologie de métier. Bon. Imaginons qu'on soit sur un ratio qui soit quand même plus correct. J'aime beaucoup ton invitation à aller se reconnecter au sens que portent ces tâches. Moi, je suis patron, je fais de la compta et je déteste ça. Mais en attendant, si je ne fais pas de la compta et si je n'ai pas des notions en gestion, je ne pourrais pas faire mon métier qui consiste à assurer la survie d'une entreprise et lui donner les moyens de se développer. Donc, et ça, on a tendance, et notamment depuis l'ère Covid, à ne plus se souvenir du why, ou alors plus exactement, la question du why et du pourquoi s'invite encore plus maintenant qu'on est moins tolérant à l'égard des choses qui nous sont pénibles. Donc, j'aime beaucoup cette idée de sens qui du coup va gonfler en fait l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a un deuxième peut-être moi conseil que j'aimerais bien partager, c'est de trouver comment on peut avoir du plaisir à faire les choses ingrates. C'est-à-dire que c'est trop facile, quelque part, en tant qu'être humain, de dire « ça, c'est pas fait pour moi, je trouve ça chiant » et voilà. Et en gros, c'est la partie pas cool de mon métier. Et comment tu fais pour réinventer la partie pas cool? Et ça, c'est pas ton manager qui va pouvoir te guider. C'est toi, en te connaissant toi, tu vas savoir comment rajouter des petits ingrédients. Ça va être te faire un petit challenge en disant « allez, dans 10 minutes, j'ai fini ma facturation. Est-ce que j'en suis capable ?» Ou alors faire, je sais pas, chacun son moteur. Là, je parle avec mon moteur compé, mais c'est aussi trouver comment on peut réinventer la façon de faire les choses qui nous pèsent, qui nous font un peu souffrir. Et j'aimerais bien rajouter une dernière… c'est exactement ça, Et pardon, j'aimerais juste rajouter une dernière chose. C'est mettre aussi de l'attention. Je crois beaucoup au pouvoir de l'attention. C'est-à-dire que si j'ai 10% de tâches ingrates et 90% de tâches qui me font plaisir, mais que je bloque sur les 10% de choses qui me font mal, eh bien, en fait, je crée un prisme, un voile noir sur la façon dont je regarde mon expérience de travail. Et alors que si je décide de mettre de l'attention, de valoriser, de faire preuve de gratitude, où je prends un vrai temps, par exemple, en regardant sur les 10 tâches de la journée, il y en a quand même eu 7 qui étaient géniales, en fait. Il y en a 7 qui m'ont fait kiffer. Il y en a 7 qui m'ont offert, par exemple, de la reconnaissance, si j'ai un besoin de reconnaissance. Ou il y en a 7 qui m'ont donné l'occasion de me dépasser parce que j'ai un moteur challenge et réalisation de moi-même très important. C'est aussi où est-ce que je mets de l'attention et comment je deviens quelque part un acteur manipulateur face au biais cognitif de généralisation et de négativité. C'est ça. En résumé, c'est ce que je tiens dans la main. Si tu te focalises sur le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ok. Question de monsieur ou madame Bonnard V, Vincent ou Viviane, on ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, question très très intéressante, bien sûr. Alors, on est obligé de choisir parce qu'il y a énormément de questions. On ne va pas pouvoir répondre à tout, malheureusement. Comment faire, on reparle de la souffrance par rapport à tout à l'heure, comment faire pour ne plus souffrir après 21 ans dans la même entreprise, dont 20 ans avec la joie de travailler et depuis plusieurs mois, la souffrance avec perte de sommeil. Merci de vos conseils. Eh bien, d'abord, bravo.
pour cette longévité qui est assez extraordinaire aujourd'hui, particulièrement, mais enfin qui reste toujours extraordinaire. Il y a forcément quelque chose qui a changé, il y a forcément quelque chose qui ne va plus pour cette personne. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un nouveau collègue, une nouvelle hiérarchie, une réorganisation? Est-ce que c'est une nouvelle mission? Est-ce que peut-être que c'est de son côté une lassitude de faire ce métier depuis 20 ans? Est-ce que ça manque de nouveautés? Est-ce que, en fait, il y a une panoplie de questions à lui poser avant de pouvoir lui apporter en tout cas des éléments de réponse. Et je pense que déjà, lui apporter ces questions-là font partie des éléments de réponse qu'elle peut trouver par elle-même. Oui. Dans un premier temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel. Ouais, je suis très alignée avec ça. Alors déjà, vraiment, bravo de mettre de la conscience sur ce qui se passe, parce qu'il y a plein de personnes, nous, qu'on voit sur le terrain, qui sont dans le déni de symptômes de souffrance. Donc déjà, bravo. Et deuxième bravo, d'oser l'exprimer. Parce qu'il y a aussi des personnes qui prennent conscience que c'est pas OK ce qu'elles vivent, mais qui le gardent pour elles et qui n'osent pas le mettre dans le champ d'une interaction quelle qu'elle soit. Donc déjà, bravo. Je suis très alignée avec ce que tu as dit, Éloi, sur aller interroger qu'est-ce qui a changé, puisque si pendant 20 ans, il y a eu 20 ans de longs fleuves tranquilles et d'épanouissement, et que d'un seul coup, ça ne va plus, c'est qu'il y a eu un changement. Là où je vais peut-être compléter ton propos… Et pas des moindres. C'est ça. Là où je vais peut-être compléter ton propos, c'est que le changement a peut-être opéré au niveau professionnel. Et pardon pour ma psychologisation de la QVT, mais potentiellement, le changement, il a opéré à titre personnel. Et c'est là où nous, dirigeants, les lignes managériales, les CSE, les QSE, tous ceux qui sont censés prendre le sujet à bras-le-corps d'être au travail, on peut aussi arriver en limite à un moment donné entre ce qui est de l'ordre de l'extime, la chose de moi dans le champ du collectif, et des choses qui sont purement intimes. Et il y a une différence à vraiment préserver. Il y a peut-être des choses qui se passent pour vous, pour m'adresser directement à vous, qui relèvent d'un changement à titre perso. Ça peut être, je sais pas moi, une prise de conscience sur un rapport asymétrique dans une relation amoureuse, parentale, je ne sais pas. Ça peut être un enfant qui est sorti du nid et qui maintenant vit sa vie, et du coup, le travail prend une autre place dans votre vie. Enfin, en fait, il y a plein de situations. Tout à fait. J'aimerais vraiment rappeler que, et merci encore une fois, malgré tout ce qui nous a amené comme souffrance, il nous a amené plein de belles leçons. Et aujourd'hui, on sait et on a compris, on n'est plus obligé de prendre la parole pour le dire 10 fois par jour. On n'est pas deux personnes. Quand je viens au travail, je viens avec qui je suis. Je viens avec ma personnalité, ce dont tu as parlé, Éloi. Je viens avec mes valeurs, mes croyances profondes. Je viens avec mes blessures, la façon à moi de réagir. Et même si j'ai un masque… Je viens avec mon histoire. Avec tout ça. Donc, même si je ne suis pas 100% au… parce que je rôle de professionnel dans le cadre de mon exercice métier, un manager qui va remercier toute l'équipe pour un projet réussi et qui va juste ne pas me citer à chef de projet, si j'ai une culture d'estime de moi-même qui vient de l'enfance, je l'ai dans cette réunion. On part maintenant qu'on a tout laissé à la porte. Et donc, du porosité, qui est juste du bon sens, mais qui n'a pas été mise dans nos croyances éducatives, aujourd'hui, elle décloisonne les choses, et du coup, c'est encore plus complexe de gérer de l'humain comme ça. Mais ça donne aussi beaucoup plus de richesse, de compréhension des facteurs déterminants de vie au travail. C'est marrant parce que tu vois, tu viens de prononcer un mot qui est hyper important. En fait, on tourne autour depuis tout à l'heure, mais le mot reconnaissance, de reconnaître sa souffrance, de la faire reconnaître, de pouvoir en parler, l'exprimer, etc. Et dans l'exemple que tu viens de citer, il y a aussi, outre la blessure de l'enfant, le fait de ne pas être cité dans ce projet, même quand on n'a pas de blessure dans l'enfance, pour le coup, c'est quand même un peu aigre. Et la reconnaissance au travail et la reconnaissance des efforts, elle est vraiment cruciale. Il y a énormément d'entreprises, et ça c'est de la QVT pourtant, mais il y a énormément d'entreprises qui se passent d'un feedback et d'un feedback positif, et de pouvoir dire beau travail,
c'est bien, c'est super bien fait, c'est bien réfléchi, c'est pas adapté, mais le raisonnement tient la route, c'est très intéressant. Le contre-avis nous permet de prendre la bonne décision, quand bien même on ne suit pas cette direction. Et cette reconnaissance, elle est hyper importante. Tu sais, j'ai été chercher combien faisait la dune du Pilat. Est-ce que tu sais combien en hauteur fait la dune du Pilat? Non, non, pas du tout. Genre d'information, voilà. Qu'est-ce que ça fait dans la choucroute, hein, vraiment. Et ben la dune du Pilat, elle fait 102,50 mètres. Ah oui, c'est un Et beau château de sable, ouais. un beau château de sable. Mais tu as remarqué que quand tu es en bas et que tu veux atteindre le haut, c'est facile. La consigne, elle est facile. Vous montez et vous atteignez le haut le plus rapidement possible. En général, c'est ce qu'on demande. D'accord? Sauf que dans la réalité, la dune du Pilat, elle est meuble, elle est souple, elle bouge, bref, etc. Donc, tu as compris la différence entre la consigne, la réalité du terrain et le vécu de ton état physique et mental une fois que tu es arrivé en haut. Elle ne fait que 102,50 mètres. Donc, rien. Quand on te demande de faire 102,50 mètres sur du dur, où est le problème? Où est le problème? Mais quand on te met sur la dune du Pilat, tu vois bien que tu as 3 niveaux d'analyse de la situation. Et quand ta mission est d'atteindre les 102,50 mètres en tant de temps, eh ben oui, tu uses physiquement la personne, tu l'uses dans son intériorité, parce que c'est arriver là-haut en étant épuisé et repartir sur une nouvelle mission, non, en fait, on ne fonctionne pas comme ça. On a besoin d'un temps de latence, de récupération, de reconnaissance, d'analyse aussi, et faire profiter de cette analyse et de cette expérience, de ce vécu-là, le reste de l'entreprise. Donc voilà, un peu pour remettre aussi un petit filet autour de tout ce qu'on dit et tout ce dont on parle, parce qu'il y a quelque chose, on en a déjà parlé, Emmanuel. Très, très vite, parce qu'il est 12h57 et ça serait bien d'avoir juste une dernière petite question. Alors, il y a un truc qui est très sympa, parce que c'est aussi un petit peu la magie du SAV de la QVT, c'est qu'on a aussi des gens qui donnent des conseils. Petit conseil, comme tout à l'heure on disait, par rapport à comment je fais mes activités en fait, qui sont un peu pénibles dans la journée. Réaliser les choses ingrates à plusieurs pour plus de rapidité et possibilité de les réaliser dans la bonne humeur. Carrément. Merci Sophie. C'est top. C'est top. Dernière petite question, on essaie de faire une réponse assez d'une autre Sophie, éventuellement. De la même manière, ne confondons pas effort et souffrance. Ah, intéressant. Intéressant. Sachant que faire l'effort, des efforts, en fait, c'est ce qui va… hyper plaisant. Ça peut être hyper plaisant parce que ça amène une satisfaction. Ça amène une satisfaction de soi et ça nourrit l'estime de soi, effectivement. Par contre, quand on répond à « fais des efforts », là, on répond à une injonction qui vient en général de l'extérieur, qu'on s'est parfois approprié, et qui peut être effectivement compliqué. On n'a pas nécessité à faire des efforts partout, tout le temps. C'est pas vrai. Quand on est en zone de confort, quand c'est son métier, quand on est là depuis longtemps, normalement, les choses ne devraient pas être dans l'effort. Voilà. Et quel est le rapport entre effort et impact ? Pour accompagner des gens, c'est une mesure, c'est un cadre de mesure que je pose assez régulièrement et qui consiste à aller vérifier si l'effort procuré ou généré plutôt a un impact en équilibre, en fait, s'il y a un ratio qui est intéressant ou pas. Parce qu'on se rend compte que parfois, on peut déployer énormément d'efforts pour un impact assez moindre. Ok, donc on se re-questionne sur le sens des choses à ce moment-là. Merci Éloi. Technique de nos chers auditeurs. Y aura-t-il, juste avant la conclusion, y aura-t-il un PowerPoint disponible? Alors, on a prévu d'envoyer un petit livret, effectivement, mais où on n'a pas repositionné les idées clés parce qu'on se laisse le droit d'éditer ce document en fonction de la réalité de ce qu'on aura partagé pendant le SAV. Et comme on est très, très forte, mais on n'a pas de boule de cristal, on ne pouvait pas anticiper l'intégralité des sujets abordés. Donc, justement, j'en profite pour conclure, vous dire que
Si vous voulez garder contact avec nous et justement pouvoir avoir davantage d'informations et la synthèse des idées partagées aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le bouton bleu qui est en haut de votre écran, où il est mentionné « Je veux échanger avec Wunjo ». N'hésitez pas aussi à flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran, qui vous donnera accès à un formulaire de contact et nous permettra d'entrer en relation avec Eloa et avec moi-même. Si Avec grand plaisir. Et si les idées qu'on a pu partager avec vous aujourd'hui sur un temps super court avec beaucoup de frustration, si ça vous donne envie de nous faire intervenir chez vous, Tellement. Sachez que Eloa et l'ensemble de l'équipe de Wunjo animent un certain nombre de conférences, de causeries, de formations sur les sujets des compétences comportementales et notamment de la communication interpersonnelle et de la coopération. On précisera que l'ensemble de notre offre est accessible à tous les niveaux dans l'entreprise. On n'est pas un centre de formation qui ne forme que des directions et des lignes managériales. On aime que les compétences comportementales soient accessibles à tous les niveaux hiérarchiques parce qu'un individu au travail, c'est ça, c'est une personne et elle mérite autant d'intérêt que les managers et les dirigeants. Petit coup de projecteur avant qu'on raccroche sur deux offres clés. La première, tu en as beaucoup parlé en filigrane, finalement, Eloa. On a fabriqué chez Wunjo une web application qui s'appelle MaQVT et qui permet de manière complètement révolutionnaire, en moins d'une demi-heure, d'arriver à identifier notre recette personnelle de la qualité de vie au travail. Recontactez-nous si ça vous intéresse. On est en train de commencer à le déployer et les résultats sont absolument merveilleux. Ouais. Et j'en profite pour vous parler de la fresque de la QVT. Vous avez entendu parler de cet effet de mode. On organise des fresques partout. Chez Wunjo, on a fait la nôtre. Ça s'appelle la fresque de la QVT. C'est entre le séminaire, la formation, le moment très sympathique d'échange et de partage sur des sujets transverses. Et c'est organisé par notre équipe de fresqueurs et de fresqueuses. Dernière petite on espère que information, vous avez passé un bon moment. Oui, il y a des gens qui voudraient savoir s'ils peuvent revoir justement cette première émission en replay. Le replay est automatiquement envoyé en lien dans l'après-midi, je pense, directement par Webikeo. C'est un mail automatique. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous avez passé un bon temps avec nous et si vous voulez continuer à nous suivre, vous savez que c'était le premier SAV de la QVT. On vous donne rendez-vous pour le prochain. Il aura lieu le 19 mai de 12h15 à 13h. Il sera animé par Audrey, qui est une membre de notre collectif, qui est coach et spécialisée en facilitation relationnelle. Cliquez sur le bouton en haut « Je m'inscris au prochain SAV » pour avoir accès à cette date et même à la suivante. Et la prochaine fois, on parlera d'un sujet qui est connecté avec celui d'aujourd'hui. On a tendance à croire qu'il faut choisir entre bien-être et performance, comme si on n'avait pas le droit et de se sentir bien et de bien faire notre travail. Audrey nous expliquera comment on peut concilier ces deux notions. Merci à toutes et à tous. SAV de la QVT, bonjour. Ah oui, non, mais là, c'est terminé. Oui, non, mais là, c'est terminé maintenant. Il faut dans 15 jours. Voilà, c'est ça. Oui. Kevin, plus tard, tu seras manager. Hein. Par contre, il va falloir te former. Ah bah oui, il faut se former pour être manager, Kevin. Eloa. Oui. Jingle. Yes, c'est parti. Parce que sinon, Marco, on ne va pas l'arrêter, en fait. Il est parti pour la journée. Au revoir tout le monde. Ciao et merci.